Salut à toutes et à tous, les Vosges étaient belles, les Vosges étaient une arène, les Vosges nous ont fait frissonner aujourd'hui quand Paul Sexas a sorti le bout de son nez, le français n'a pas gagné, Tadej Pogačar était trop fort, mais il s'empare du maillot blanc de meilleur jeune, il est au passage ce soir 4e du classement général du Tour de France. Et pour débriefer cette 14e étape du Tour, justement, j'accueille nos spécialistes, les reporters du journal L'équipe qui vous font vivre la course au quotidien dans leurs articles et dans ce podcast. Bonsoir Julien Chénet. Bonsoir à tous. Bonsoir Lucas Rinx. Bonsoir à tous. Et bonsoir à Eloi Touot. Salut tout le monde. Le meilleur jeune. Et voilà, le meilleur jeune, notre meilleur jeune à nous, il y a bataille quand même entre Eloi et Luc. C'est parti. C'est plus éligible. Bon, mais voilà qui est fait. C'est parti pour le 15e épisode de l'équipe du Tour 2026. Et comme tous les soirs, avant de débattre notre traditionnel tour de table, quelle image retiendrez-vous de cette 14e étape du Tour ? Tiens, le meilleur jeune, je vais te donner la priorité puisque c'est un petit peu le mot du jour aujourd'hui, meilleur jeune. Quel honneur. Je vais changer parce que je pense que mes partenaires en parleront de l'ambiance au col du Lac. Mais moi, mon image du jour, c'est Isaac Del Toro. Il y a un Pogačar premier de UAE et puis derrière lui, il y a encore un autre coureur UAE qui est Isaac Del Toro. Il s'est accroché comme un beau diable sur toute la montée dans le col du Hague et finalement, il s'accroche, il arrive à basculer avec Sexas et Vingegaard et il arrive à finir deuxième. Donc, belle abnégation du jeune Mexicain. Oui, c'est clair. Et le doublé du UAE aujourd'hui est quand même une signification certainement très importante pour beaucoup d'autres équipes. Julien, ton image du jour ? Alors moi, j'ai pas eu la chance de faire le col du Hague. Je suis allé assez vite en salle de presse pour m'assurer de voir la course parce qu'il y avait très peu de réseau dans les Vosges. Et en fait, on a eu droit à un orage de tous les diables. En fait, peut-être. Évidemment, c'est la journée du diable. Ah ouais. Non, mais en fait, ça tombait tellement fort sur le chapiteau parce que là, la salle de presse, c'était un chapiteau qui a été monté de fortune sur la pelouse. Et en fait, ça tombait tellement fort que ils ont dû monter le son de la télé pour qu'on continue d'entendre les commentaires et savoir ce qui se passait. Et c'est vraiment très impressionnant. On s'est même posé la question si à un moment le ça allait pas nous tomber dessus. Ouais, allait survivre à tout ça. Et puis bon, ça s'est calmé. Ça a duré quand même 20 bonnes minutes, mais c'était très impressionnant à voir. Et ce qui était assez incroyable, c'est que nous, donc, on était là sur la ligne d'arrivée au Markstein. Julien, on était ensemble. Il pleuvait donc vraiment des cordes. Et à quelques kilomètres de là, il y avait les cyclistes qui étaient en plein soleil. Ça, c'était quand même une image assez incroyable. Luc, quelle sera ton image du jour ? Moi, c'est ce sourire de diable de Tadej Pogačar dans la partie finale du col du Hague après le virage du hibou, là où il a attaqué. Il fendait la foule. Alors, il a dit que c'était son expression de la souffrance, ce sourire. Mais je peux pas m'empêcher de croire qu'il a pris un certain plaisir parce que même nous, dans la voiture, en passant 20 minutes avant, à fendre la foule comme ça, j'ai jamais vu autant de monde dans une ascension. Que ce soit dans les cols mythiques, que ce soit à l'Alpe d'Huez, mais même des confrères espagnols, tout à l'heure me disaient qu'ils n'avaient jamais vu ça, que ce soit en Italie ou en Espagne. C'était vraiment hallucinant et j'en ai encore les frissons rien que d'en parler. Et on va en reparler un petit peu plus tard, évidemment. Alors, je sais pas si le diable aujourd'hui était au bord de la route. Vous savez, ce célèbre diable qui anime les bords de route du Tour de France depuis des années. Mais en tout cas, il y avait des dizaines de milliers de spectateurs qui avaient fait le déplacement. Spectacle total. Je voulais d'abord revenir sur ça avant de parler de sport parce qu'on a vécu une journée dingue aujourd'hui sur la route du Tour. Messieurs, vous étiez dans les voitures. Eloi, Luc, qu'est-ce que vous avez ressenti dans le col du Hague en particulier, mais j'imagine dans les autres ascensions aussi? Alors moi, c'est mon premier Tour de France. J'ai trouvé ça assez fabuleux. Le décor s'y prêtait bien. Ce qui est assez dingue, Luc l'a expliqué dans son papier ce matin où il a fait la reconnaissance il y a un mois. En juin. Sous la canicule. Sous la canicule, là, il faisait un peu plus frais. Non, mais ce qui est dingue, c'était une piste cyclable dans cette col. On a l'impression que c'était une cyclotourisme, mais avec 10 000 spectateurs. C'était assez fabuleux. Et puis à la fin du col du Hague, on voit une sorte de pas une arène, mais comme une sorte de cope. Un amphithéâtre. Un amphithéâtre. Et puis au-delà de l'amphithéâtre, on voit des vaches vosgiennes. C'était vraiment paradoxal presque. Et non, c'était assez dingue. Et quand les gens tapaient déjà sur notre voiture, c'était fou. Alors j'imagine même pas pour les coureurs. Le Tour dans tout ce qu'il a de plus beau, effectivement. Luc? C'est complètement fou parce que quand je suis passé en juin, j'ai vu peut-être 15 vaches, 2 cyclistes, personne d'autre sur cette montée. Aujourd'hui, mais il y avait des dizaines de milliers de gens. Enfin, c'était vraiment impressionnant et je pense qu'on est monté en puissance. Alors, je trouvais déjà que sur ce début de tour, on n'avait pas vu grand monde. Et l'arrivée dans les Vosges hier m'a impressionné. Le ballon d'Alsace, c'était déjà quelque chose parce que ça agrège beaucoup de supporters allemands, de Suisses. On a vu énormément de banderoles Lipovitz et on l'entend que ça parle allemand sur le bord des routes.
Aujourd'hui, dans le Grand Ballon, c'était aussi spectaculaire, vraiment, sur le bord des routes. Il y a des C'était supporters de Yann Ulrich aussi, avec des maillots de la Dodge Je l'ai Télécom. croisé ce matin, Yann Ulrich. C'est vrai. Comment va-t-il? Je sais pas. Pour les plus jeunes, on rappelle vainqueur du Tour en 1997. Et ce qui a bien marché, je pense, c'est ce tracé aussi aujourd'hui qui fait qu'en fait, avec la boucle où donc on passait une première fois au Grand Ballon, on allait au Markstein, on franchissait la ligne et puis on allait plus loin chercher le ballon d'Alsace et on revenait par le col du Hag. Et alors là, au col du Hag, en fait, on est je sais pas, peut-être moins d'1 kilomètre du Grand Ballon. Et donc, je pense que, et en plus, c'est sûr parce que j'ai reconnu certains supporters, certaines pancartes. Les supporters qui étaient dans le Grand Ballon ont eu le temps de venir dans le col du Hag. Et en fait, tous sont venus dans ces 2 derniers kilomètres parce que tous étaient à pied ou à vélo, puisqu'il n'y avait pas moyen de monter en voiture. Et donc, en fait, ça réunit tout ce monde-là, mais sur une partie vraiment, un secteur très concentré de la montée. Et c'était mais juste impressionnant. Et ce qui nous rassemble en général nous fait frissonner. Mais il n'y a pas que ça qui nous a fait frissonner. On va en parler dans un instant, puisque vous étiez en voiture. On est d'accord dans le col du Hag, Éloi et Luc. Comment ça s'est passé la montée en voiture? Ça devait être un poème quand même, parce qu'on parle souvent de l'Alpe d'Huez, mais alors là, c'est encore plus étroit. Ça devait être. On a perdu un rétro. On a cru qu'on allait perdre notre chauffeur, du coup, qui s'est agacé. Mais non, tout va bien. La voiture est impeccable. Mais c'était marrant parce que même alors voilà, quand on passe en voiture comme ça, nous, on n'a pas tellement besoin de nous féliciter. Enfin, on fait pas le même effort que les cyclistes. Et vraiment, le public était tellement à fond déjà pour ces véhicules suiveurs 20 minutes avant la course. Bah, c'est vraiment cette impression de fendre la foule comme les coureurs dans un col mythique. Julien, un dernier mot là-dessus sur l'ambiance du jour. Les Vosges, c'est quand même toujours bien. On se régale toujours dans les Vosges. Il y avait eu cette étape pas jumelle il y a 3 ans au Markstein, mais enfin qui était déjà arrivé au Markstein, mais sur un tracé quand même assez différent. Mais c'est quand même toujours génial. On se régale toujours. Je veux dire, le public est toujours au rendez-vous. Alors, j'étais pas là il y a 3 ans, mais je me souviens sur le Tour Femmes, le premier arrivé justement au Markstein. On se posait la question, est-ce qu'il y aurait du public et tout pour voir passer cette course qui était nouvelle. Et finalement, ça avait bien répondu présent. C'était une bonne surprise. Et puis là, bon, ça une nouvelle démonstration que les Vosges attirent les foules. Éloi? Même Pogačar l'a dit en conférence de presse, c'est son 7e Tour de France. Il a dit que c'était l'une des meilleures ambiances qu'il avait vues de sa vie, en tout cas sur les routes du Tour de France. Ça dit un peu l'ambiance qu'il y avait aujourd'hui dans le col du Hag. Et les frissons nous ont parcouru la nuque, le dos et les bras aussi quand derrière l'intouchable Tadej Pogačar, justement Paul Sexas, est sorti du sous-bois du col du Hag pour rejoindre Jonas Vingegaard, parti un petit peu plus tôt en chasse du maillot jaune. Comme Laurent Sexas termine 3e de l'étape, il remonte au passage à la 4e place du classement général et enfile le premier maillot blanc de sa carrière. On va le dire avec le sourire parce qu'on est quand même très content, voilà, de voir ce jeune Français confirmer une vraie consécration quand on voit la lutte, Julien, cette année pour cette tunique de meilleur jeune. Oui, après on le sentait venir. Ayuso semblait un peu marquer le pas ces derniers jours. Finalement, le voir prendre le maillot jaune aujourd'hui, c'est presque logique parce que c'était Maillot blanc. Maillot blanc, pardon, excusez-moi. Tu te projettes déjà. Un peu vite en besogne, c'est vrai. Non, mais il a été le voir vraiment le 3e homme fort du Tour. C'est à 19 ans, c'est juste hallucinant. Il a même réussi à revenir sur Vingegaard. C'est même à se demander s'il n'est pas le 2e plus fort. Voilà, donc maintenant, au-delà du maillot blanc, l'objectif, ça va finalement être le podium. Là, il en est plus proche que jamais. Tish Benoît, à l'arrivée, il a dit que, en fait, s'ils ont pris les choses en main au col du Hag, ça correspondait déjà à un plan qui avait été établi le matin. Ils l'ont mis en place dans le col du Hag parce que Paul se sentait bien. Et il a dit c'était le but de gratter le maximum de place au général pour accéder à l'objectif qui est le podium. Tout en précisant derrière que c'est d'être le plus haut possible, bien sûr, que ce soit 3e, 4e, 5e, mais il y a quand même cette ambition-là qui est bien. Alors même s'il y a déjà plein d'ambitions et qu'on se dit déjà que Sexas rentre quelque part dans la cour des grands, on va y revenir, il y a quand même cette découverte aujourd'hui, premier podium, il a 19 ans, il fait son premier Tour de France, ça doit être quand même... Il avait un sourire de dingue, Paul Sexas, tout à l'heure. Deuxième podium. Deuxième podium. D'étape. Oui, non, mais je veux dire, première fois qu'il qu'il monte sur le podium. Sur le podium, puisque là, au podium protocolaire, j'entends. Tout à fait. Je trouve, moi, il est assez bluffant. En tout cas, c'est le moment où il m'a plus bluffé depuis ce début Tour de France. On a parlé, il y avait l'ambiance. Il faut déjà aussi apprivoiser cette ambiance-là. Et il n'a jamais vraiment paniqué après l'attaque de Pogačar. Vingegaard est le plus fort, mais il arrive au train
sans paniquer, à revenir sur Vingegaard. Et c'est là où moi il m'a vraiment bluffé. Et comme tu l'as dit, Julien, Decathlon a pris les choses en main. Il assume son statut de leader à 19 ans. Faire rouler Benoît, faire rouler Prudhomme, ils ont très bien fait leur travail par ailleurs. Et moi il m'a vraiment bluffé. Il a vraiment pour moi revêtu, je sais pas si c'est très français, mais il a vraiment pris son rôle de leader aujourd'hui, je trouve. Est-ce qu'il a été porté par le public? Est-ce que il y a une espèce de Sexas mania qui s'est créée aujourd'hui autour de Paul Sexas, Luc? Je pense que c'est toujours difficile de distinguer pour qui le public encourage vraiment. D'ailleurs, on en parlait aussi pour les sifflets. C'est un peu la même chose. Quand Pogačar se fait siffler, il le disait, quand on est dans le peloton, on sait pas vraiment à qui ça s'adresse. Je pense que les encouragements, ils sont assez unanimes et à destination de tout le peloton parce que tous les fans sont en admiration envers les coureurs. Mais c'est sûr que ça doit transcender, surtout à 19 ans, quand on vit ça, qu'on s'est imaginé, je pense, pendant toute son adolescence, le Tour de France, et puis qu'on débarque d'un seul coup dans peut-être l'une des meilleures ambiances de ces, je ne sais pas combien d'années de Tour de France. C'est sûr que ça doit apporter un petit supplément d'âme. Et je reçois des messages en direct de notre collègue Thomas Perrotto qui est au suivi de Paul Sexas. On les confond décidément. Ouais, parce que c'était un petit peu chaotique à l'arrivée, donc Thomas arrive à nous faire parvenir quelques informations et il retranscrit aussi ce bonheur de Paul Sexas de monter sur le podium. C'est vrai que Sexas, à chaque fois qu'on l'a vu gagner cette année, je me rappelle notamment au Tour d'Algarve, c'est quand même sa première victoire World Tour. On le voit pas savourer. Il passe de suite à autre chose. C'est elle est où ma veste, elle est où mon vélo de récupération, il faut que je mange. Mince, ça va me prendre du temps. Du coup, le protocole, etc. Il n'était pas forcément dans l'émotion à ce moment-là. Et là, visiblement, et puis c'est ce que tu disais aussi, on l'a vu sur le podium sourire et vraiment. Ça représente quelque chose pour lui. Oui. Et c'est pour moi son Tour de France est déjà réussi. Et ça contrastait d'ailleurs ce sourire avec ce qu'on a vu ce matin parce que voilà, on a eu la chance d'être au même hôtel la nuit dernière que Decathlon CMACG, même étage même. Paul Sexas qui est arrivé en dernier au petit déjeuner, qui est reparti capuche sur la tête au moment où on allait prendre l'ascenseur avec Alexandre Ross, notamment pour remonter dans nos chambres. Lui, il a choisi de faire les 6 étages à pied. Donc voilà, c'est quand même assez pour s'échauffer. Oui, je pense surtout il avait pas envie de prendre l'ascenseur avec On est un nous. peu pareil au petit déj. On peut le comprendre. Tu dis? On est un peu pareil au petit déj. Oui, on est un petit peu pareil au petit déj, c'est vrai. Julien, je voulais qu'on revienne sur voilà cette joie potentielle de Paul Sexas, et cette découverte aujourd'hui pour lui. Ouais, c'est aussi surtout sur la Sexas Mania. Je pense qu'on voit fleurir des pancartes de plus en plus sur les bas-côtés. Bon, j'ai pas pu faire l'étape en intégralité, mais je pense que vous avez pu en voir quelques-unes. J'ai pu en voir aussi dans le grand ballon, mais depuis le départ, même en Espagne, on voyait déjà des chants à la gloire de Sexas, alors qu'on n'était même pas dans son pays et qu'il avait encore fait aucune performance, on va dire, d'envergure sur le Tour. Donc je pense que ça continue de prendre de l'ampleur. Son équipe a préparé je sais pas combien de milliers de drapeaux pour distribuer aux spectateurs devant le bus, tout ça pour aussi alimenter, on va dire, cette ferveur qui est tout juste naissante. Et puis avec ce qu'il vient de produire aujourd'hui, on peut s'attendre à ce que dans les Alpes, ça soit la folie. Éloi? Et cette Sexas Mania, je pense, va encore croître. Tu prononces bien. Ouais, merci. Et non, mais il y avait une pancarte qui, je trouve, résume peut-être bien, notamment ce que les Bleus ont perdu au mondial de foot, et c'était marqué: on a perdu à Dallas, mais on a Paul Sexas. Je pense que en fait aussi le fait que les Bleus, là, la Coupe du Monde va prendre fin, les gens vont aussi peut-être plus regarder le Tour de France et voir aussi le phénomène Pogačar grandir. Donc je pense que ça va aller de plus en plus fort jusqu'à la fin du Tour. Bon, on se demandait en tout cas depuis le début de ce Tour de France si on n'était pas un petit peu dans le fantasme. On n'osait pas trop rêver, avoir Paul Sexas lutter comme ça pour le podium. On le plaçait peut-être plus 5, 6, 7, 8e et on aura déjà été très content et lui aussi très certainement de faire un top 10. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il franchit pas un cap, Paul Sexas, finalement, quand même, avec ce maillot blanc? Je dirais oui et non. Enfin, forcément, c'est une marche importante. Son premier maillot distinctif. Le maillot blanc, où on l'attendait en duel avec Ayuso, mais qu'il avait déjà dominé dans la saison. La question, c'était de savoir est-ce que il allait pouvoir rivaliser avec être. On se demandait est-ce qu'il allait pouvoir déjà suivre les attaques de Pogačar, ce qu'il avait pu faire à Liège-Bastogne-Liège. Bon, c'est pas le cas. Il est pas dans cette optique-là. Et certains d'ailleurs trouvent que il est un peu en dessous par rapport à ce qu'il avait pu montrer à Liège. Mais bon, on est dans une autre démarche, pas une classique d'un jour, une gestion sur 3 semaines. Mais il se rapproche de Vingegaard comme on pouvait oser l'espérer. Mais bon, on n'avait pas encore d'éléments de réponse sur sa capacité. Donc
Je pense que ce cap, il l'a franchi plus tôt dans la saison. Alors, Mais est-ce que là, il n'y a pas un cap psychologique, je veux dire, au-delà du cap sportif? Pardon, excuse-moi de te couper, Luc. je pense que le cap psychologique, il est à Liège quand il est capable et qu'il est le seul de tenir la route Pogačar dans la Redoute et qui craque finalement dans la dernière ascension. Déjà à ce moment-là, je pense il comprend qu'en fait, il est potentiellement le seul derrière Pogačar. Alors sur ce Tour de France, il y avait Vingegaard et on voulait voir ce que ça allait donner. Et effectivement, il en parle ce soir. Il le dit qu'il est super content de se retrouver à la lutte avec Vingegaard. Mais on est encore sur une progression logique, j'ai envie de dire. Alors c'était dur on n'avait pas vraiment d'attente avant ce tour-là, mais on peut pas être non plus complètement surpris ce soir de le voir à ce niveau-là. Julien. Ouais, le nouvel élément, c'est de voir qu'il est capable de faire ce qu'on le savait déjà capable de faire sur des courses d'une semaine. Et là, il le fait en fin de deuxième semaine. Donc, ça veut dire que sur sa capacité à durer sur 3 semaines, là, c'est un élément très probant qui laisse à penser que, effectivement, il peut être un prétendant à un podium au bout de 3 semaines. J'en reviens, pardon, tu parles de cap psychologique, mais quand on le voit durcir la course aujourd'hui avec ses équipiers, c'est que ce cap psychologique, il avait déjà été passé. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Luc. Effectivement, mais bon, voilà, je peux pas m'empêcher quand même de penser qu'il puisse y avoir un avant et un après Markstein pour lui, parce que c'est son premier maillot distinctif sur le Tour de France, pas le premier maillot distinctif de sa vie, mais sur le Tour de France, et c'est quand même quelque chose. Julien, et après je donne la parole à Éloi. Il se met en confiance pour demain, une étape très importante pour lui. Pour demain et la suite. Le plateau de Solaison, presque à domicile. Voilà, avec ses grands-parents qui habitent, je crois, au pied du plateau de Solaison, si je dis pas de bêtises. Oui. Voilà, en tout cas, voilà, il est très proche. Il est du coin. Éloi, tu voulais réagir là-dessus aussi. C'est en tout cas Mofti d'espoir, tu l'as dit Julien, il donne des premiers éléments de réponse sur sa capacité à tenir sur des courses de plus d'une semaine. Moi, ça me donne très très envie de voir ce qu'il va faire la semaine prochaine. Je pense que ça va être vraiment, pour moi, le véritable test de savoir à quel point il va tenir face à Vingegaard, face à Del Toro, face à Lipovic. Vraiment ce qu'il va donner, moi j'ai déjà hâte de la semaine prochaine. Il a dit si demain c'est comme aujourd'hui, ça sera parfait. Voilà, ça serait parfait, plus exactement. Juste un dernier mot sur Paul Sexas. Vous avez commencé à parler des Alpes et notamment de l'étape de Solaison. En admettant que ça se passe bien à Solaison, on va vivre une dernière semaine de dingue avec Paul Sexas, forcément, Éloi. Ah c'est sûr, il y a des étapes exceptionnelles. On pense forcément aux 2 étapes à l'Alpe d'Huez. Déjà demain, moi j'ai hâte sur une arrivée inédite sur le Tour de France. Voir aussi comment il récupère d'une telle journée aussi, ça va être voir comment il est capable d'enchaîner les efforts, voir aussi ce que ça fait d'être porteur d'un maillot distinctif. Forcément, on va être plus repérable à l'avant de la course, donc c'est aussi quelque chose d'autre à gérer et on va voir ce que ça va être demain. Julien ? Mine de rien, c'est le premier Français qui va se battre pour un podium depuis Pinot, en fait, depuis 2019. Bon, ça s'est pas très bien terminé, mais voilà, on peut revivre entre guillemets ces luttes à haute altitude côté français. Et le temps passe vite, mais c'est vrai que le dernier podium français, je pense que c'était Romain Bardet en 2017, si ma mémoire est bonne, et c'était une 3e place. C'est vrai que ça commence à remonter. Luc, tu voulais dire un dernier mot là-dessus? Oui, on en a parlé cette semaine. Alors je sais plus si c'était hier, avant-hier. Bon, ça y est, on a définitivement perdu la chronologie. Mais ça devait être après le Lioran peut-être, où on essayait de faire un état des lieux des prétendants pour le podium. J'avais dit que pour l'instant, seuls Lipovic et Sexas n'avaient pas montré de faille. Ce soir, Lipovic a craqué, donc Sexas c'est le seul prétendant au podium derrière Vingegaard évidemment, qui n'a pas montré de faille, puisque Del Toro, qui est très fort aujourd'hui, avait déjà craqué justement sur cette étape du Lioran. Donc c'est vraiment encourageant au bout de 2 semaines. Et en fait, la seule fausse note de Paul Sexas, et sans ça, il serait très certainement aux abords du podium depuis un petit bout de temps, c'est sa crevaison lors de la 2e étape de Barcelone finalement. Et le chrono par équipe. Mais bon, voilà, est-ce qu'on peut vraiment parler de fausse note pour lui? Ça, c'est moins sûr. Au-delà de Paul Sexas, le grand gagnant du jour s'appelle donc une nouvelle fois Tadej Pogačar. Il a démarré dans le dernier kilomètre de l'ascension du col du Hague. Après les Angles, Gavarni et le Lioran, il s'impose également aujourd'hui en montagne au Markstein. On a envie de dire toujours aussi intouchable. Là non plus, on n'est pas surpris, Éloi, mais qu'est-ce qu'il faudra faire pour battre Tadej Pogačar? Alors, il semble dire quand même que demain, au plateau de Solaison, l'étape est un petit peu plus difficile à contrôler. Qu'est-ce qu'il faut faire pour battre Pogačar sur ce tour? Je n'ai pas du tout la réponse. Pousser dans le ravin. Mais désolé, ça, c'est pas très non, je on le fera pas. Je crois que c'est pas dans les règles du Tour de France. Johan Aubois tout à l'heure l'a vu en zone mixte et sur le podium, et il a aussi interrogé Gianetti qui dit Gianetti, donc son manager, qui donne des premiers éléments de réponse sur comment Pogačar va courir en 3e semaine.
l'objectif pour le moment, ça va être plus de la gestion sur la 3e semaine, de conforter cet écart et de pas forcément partir très tôt à l'avant et faire de grands raids. Et le deuxième objectif, c'est surtout jouer la carte d'El Toro. Je pense qu'il y a une vraie envie chez UAE de placer 2 coureurs de leur formation sur le podium. Donc je pense qu'on verra peut-être un peu moins. Alors je mets du conditionnel, mais Pogačar à l'attaque sur la dernière semaine. En tout cas, il va pas partir comme dans le Tourmalet à 50 km. Julien. J'ai demandé à Félix Großschartner, son équipier là, qui a fait un travail de dingue dans le ballon d'Alsace. Il a réduit l'écart, je crois, d'1 minute. Si la quête de record, ça, c'est quelque chose dont on parlait chez UAE, il a dit non et tout. On voit vraiment jour après jour. Mais si on regarde d'un point de vue statistique, donc il a 4 victoires. Son record à lui, c'était il y a 2 ans, il en a eu 6. Le record absolu, c'est 8 victoires avec Mertens et Eddy Merckx. Il reste 6 opportunités pour Tadej Pogačar de gagner. Il y a 2 mains sous les ongles, le chrono. J'imagine pas que quelqu'un d'autre puisse le battre, donc il peut déjà grimper à 6. Au chrono. Evenepoel. Evenepoel, c'est vrai. C'est vrai, il y a Evenepoel, pardon. Donc peut-être aller 5,5, 5. Mais même si ensuite il reste Orsières, les 2 étapes qui passent à l'Alpe d'Huez qui arrivent à l'Alpe d'Huez et les Champs-Élysées. Donc peut-être qu'il y a ce record qui peut tomber s'il a toujours ce prix est pris de cette boulimie qui le caractérise depuis le début du Tour. On avait déjà évoqué ce fantasme-là ces 2 dernières années, je crois, sur le Tour. L'an passé, il avait rapidement eu ses 4 victoires aussi. Et quand on lui posait la question, il écartait à chaque fois. Il disait que c'était pas forcément quelque chose qui l'animait. Alors bon, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a toujours une petite marge. Mais il y a aussi, mais tu as raison de parler des chiffres. Je crois qu'aujourd'hui, c'est sa 25e victoire sur le Tour. C'est ça. Il se rapproche aussi du record de Mark Cavendish. 35. En 2 ou 3 Tours de France, il en sera vraiment très très proche. C'est quelque chose qui peut compter aussi. Mais comme l'a dit Éloi, je pense que là, on va être dans une démarche beaucoup plus prudente du côté du AE, comme on a pu le voir d'ailleurs sur les 2 derniers Tours de France. Finalement, ils ont appliqué le même schéma. Hein. Ça fait 2 semaines qu'on se demande, mais pourquoi ils roulent comme ça? Pourquoi sur les étapes qui sont promises aux baroudeurs, aux échappés, ils reviennent et ils vont gagner? En fait, c'est cette même tactique que ces 2 dernières années. C'est limer tout le monde dès qu'ils le peuvent pendant ces 2 premières semaines. Creuser un écart suffisant pour être confort en dernière semaine et puis jouer des quêtes annexes comme ce podium pour Del Toro. Pour rebondir sur Pogačar et l'envie toujours d'avoir plus de records, j'ai l'impression que l'envie d'avoir un 5e Tour de France, elle est plus forte que d'égaler, en tout cas d'avoir beaucoup plus de victoires d'étape. Je pense qu'il veut aussi rentrer dans l'histoire du Tour et assurer sa victoire pour égaler Eddy Merckx, Indurain et Bernard Hinault. Donc oui, et Anctil, pardon. Et Anctil, ouais. J'en oubliais un. On le verra, je pense qu'il y aura forcément une autre victoire d'étape, mais l'envie de conforter sa 5e victoire, elle est plus importante et on l'a vu l'an passé. En 3e semaine, il avait été un peu moins dedans et je pense qu'il a un peu ça en tête aussi. Après là, il a plus besoin de le conforter, il a 4 ans d'avance. Mais on sait jamais ce qui peut se passer non plus. Oui, bien sûr. Alors, et d'ailleurs, il l'a dit, hein, en aucun cas, je ne sous-estimerai Jonas Vingegaard, même s'il a quasiment 5 minutes d'avance sur lui. C'est vrai que Vingegaard, ça aussi, c'est quand même assez incroyable. Il continue à se battre malgré tout. Enfin, je sais pas, je peux pas me glisser dans la peau d'un champion, mais j'essaie de comprendre ce qui peut se passer dans sa tête pour continuer comme ça, à lutter, à penser qu'à un moment, il va réussir à le suivre, alors que manifestement, ça n'est pas le cas. Il a pas le choix, hein, au final. Il va pas abandonner parce que... Non, bien sûr, mais c'est admirable, moi, je trouve, de sa part. Ouais, c'est admirable, mais on est sur un double vainqueur du Tour de France, finalement. Donc un podium, une énième 2e place, qu'est-ce que ça change à sa carrière quand on met tellement d'efforts, qu'il y a tellement de sacrifices familiaux aussi pour atteindre un tel niveau, je pense qu'il vaut mieux risquer de tout perdre pour essayer de gagner. C'est admirable. D'un point de vue extérieur, c'est sûr que c'est dur à comprendre parce que maintenant on se rend compte que sa 2e place va falloir la protéger aussi. L'écart est plus énorme. Je crois qu'il y a peut-être 35 secondes. Oui, c'est ça, c'est dans ces eaux-là, ouais. Mais c'est vrai que Visma continue de tout faire. On le voit aujourd'hui encore avec cette fameuse stratégie des satellites qu'ils adorent, en projetant à l'avant Jorgensen. Je crois qu'il y avait Kampenarts aussi. Armirail, il me semble. Armirail. Et Vingegaard qui roule dans ce col du Hag. C'est assez fascinant à voir. Mais c'est vrai que d'un autre côté, on a l'impression qu'il va droit dans le mur, quoi. Julien? Oui, juste pour préciser donc pour les écarts, donc Vingegaard a 34 secondes d'avance sur Evenepoel.
et 49 sur Sexas. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, messieurs? Tout est dit. Tout est dit. À demain déjà. Bon, Très hâte. peut-être que tout n'est pas dit, mais en tout cas, on a essayé d'en dire un maximum et à minima de vous transmettre, voilà, notre bonne journée. On a passé une bonne journée sur les routes du Tour et on s'est régalé, un beau chantier. Et on espère que demain, on se régalera tout autant. Merci Luc, merci Julien, merci Éloi. Je vous laisse filer. Moi, je vous parle tout de suite de la 15e étape du Tour de France. Dimanche 19 juillet, 183 km au programme entre Champagnole et le plateau de Solaison à travers les départements du Jura, de l'Ain et de la Haute-Savoie. Le peloton s'élancera à 13h20 pour une étape à nouveau très difficile en direction des Alpes. 4 difficultés répertoriées au programme et en tout 3950 mètres de dénivelé positif. Encore une journée sans un mètre de plat ou presque sur la route du Tour. La première difficulté, ce sera la Côte des Rousses classée en 3e catégorie avec ses 6 km 600 à 5,1% de pente moyenne. Elle sera franchie après 37 km. Il faudra ensuite attendre 100 km d'un parcours très mal plat pour retrouver une nouvelle ascension répertoriée. Le très difficile col de la Croisette. C'est court, 4 km 700, mais très pentu, avec un pourcentage moyen à 11,2%, classé en première catégorie. Il sera suivi dans la foulée de la plus facile côte du Mont. Mais le gros morceau du jour, la première ascension hors catégorie de ce Tour de France 2026, sera aussi le juge de paix de cette étape, l'ascension vers le plateau de Solaison, théâtre inédit pour une arrivée sur le Tour de France, 11 km 300 à 9% à travers le massif des Bornes. Cette ascension avait été franchie sur le dernier Tour Auvergne-Rhône-Alpes. C'était au mois de juin. Alors qui pour lever les bras tout en haut de cette étape dantesque? Réponse dimanche aux alentours de 18h et nous on se retrouvera juste après pour un nouvel épisode de l'Équipe du Tour, un podcast réalisé par Mathieu Roclago, disponible sur l'appli L'Équipe et sur toutes les plateformes de podcast. Un grand merci au syndicat mixte du Markstein pour la mise à disposition de ses locaux afin d'enregistrer ce podcast. Moi je vous dis à demain.